Il existe une force silencieuse qui agit dans l'ombre, une présence qui ne crie pas mais qui ronge. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles. Pourtant, elle détermine la manière dont nous marchons dans le monde, ce que nous osons dire, ce que nous n'osons jamais tenter. Cette force, chacun de nous l'a rencontrée, parfois sans même en connaître le nom. Elle se cache dans nos hésitations, dans ce moment où l'on baisse les yeux plutôt que d'affirmer ce que l'on pense. Cette force s'appelle la honte. La honte n'a pas besoin de chaînes pour nous emprisonner. Elle travaille de l'intérieur, comme une voix murmurant que nous ne sommes pas assez, que nous avons un défaut secret qui nous rend indignes. Elle se loge dans les replis les plus profonds de la conscience, construisant des murs invisibles autour de nos rêves, jusqu'à nous convaincre que ces murs sont la réalité elle-même. La honte est subtile. Elle ne dit pas « tu as échoué », mais « tu es un échec ». Et c'est ainsi qu'elle modèle des vies entières, sans jamais se montrer directement. Prendre conscience de cette force est le premier pas vers la liberté, car tant que nous la confondons avec notre propre identité, elle garde le contrôle. Mais dès l'instant où nous la nommons, où nous osons regarder en face ce mécanisme invisible, quelque chose se fissure, une brèche s'ouvre, un passage vers une vérité plus vaste. Nous ne sommes pas la honte que nous portons. Et c'est précisément ce chemin que nous allons explorer maintenant, en commençant par distinguer la honte d'une émotion qui lui ressemble, mais qui en réalité nous guide vers la croissance, la culpabilité. À première vue, honte et culpabilité semblent jumelles. Toutes deux s'installent quand nous croyons avoir franchi une limite, quand nous sentons que quelque chose ne va pas. Pourtant, elles ne parlent pas le même langage. La culpabilité dit « tu as fait une erreur ». La honte, elle, murmure « tu es une erreur ». Et cette nuance, apparemment minime, change absolument tout, car l'une ouvre une porte au changement, l'autre condamne définitivement l'être. Imagine un enfant qui casse un vase. La culpabilité peut lui apprendre la responsabilité. J'ai fait une bêtise, je peux réparer. La honte, au contraire, lui colle une étiquette. Je suis mauvais, je détruis toujours tout. La première invite à l'action, à grandir à travers ses erreurs. La seconde écrase la dignité et enferme l'enfant dans une image figée de lui-même. Voilà pourquoi tant d'adultes se sentent prisonniers d'un sentiment d'infériorité qui ne correspond pas à la réalité, mais à une croyance implantée très tôt. Comprendre cette différence, c'est comme trouver une clé dans un couloir sombre. La culpabilité peut devenir un guide, un signal qui nous rappelle nos valeurs. La honte, elle, ne guide rien. Elle détruit de l'intérieur. En reconnaissant que nous avons souvent confondu les deux, nous reprenons un pouvoir immense, celui de nous voir non plus comme défectueux, mais comme des êtres capables d'apprendre, de réparer et de continuer à avancer. Et pour comprendre comment cette honte prend racine si tôt en nous, il faut retourner à l'origine, l'enfance. La honte ne naît pas avec nous. Aucun enfant ne vient au monde en pensant qu'il est défectueux ou indigne d'amour. Au contraire, la nature première d'un enfant est l'authenticité, rire quand il en a envie, pleurer quand la douleur surgit, explorer sans peur d'être jugé. Mais très tôt, cette spontanéité rencontre un obstacle, le regard des autres. Et c'est souvent dans ce regard que s'imprime la première graine de honte. Un froncement de sourcils, une comparaison maladroite avec un frère, une remarque acerbe sur le corps ou la personnalité, autant de petits gestes qui semblent insignifiants, mais qui marquent profondément. L'enfant, encore incapable de remettre en question ces messages, les internalise. Il ne pense pas « j'ai fait quelque chose de mal », mais « il y a quelque chose de mauvais en moi ». Et pour survivre, pour continuer à être aimé et accepté, il commence à se camoufler, à étouffer des parties de lui-même jugées inadaptées. Ainsi se construit une première fracture intérieure. Le véritable « moi » est relégué dans l'ombre, remplacé par un masque façonné selon les attentes parentales, scolaires ou sociales. L'enfant apprend très tôt que montrer qui il est vraiment peut lui coûter l'amour ou l'appartenance. Et cette stratégie de survie, aussi nécessaire qu'elle semble sur le moment, devient plus tard une prison invisible. Mais avant de parler de ce masque, regardons comment la honte s'installe comme un juge intérieur qui ne nous quitte plus. Être soi devrait être la chose la plus simple au monde. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi ce qui fait le plus peur. Dès l'enfance, nous avons compris que montrer nos émotions, nos envies ou nos faiblesses pouvait déclencher rejet, moquerie ou indifférence. Alors, presque sans nous en rendre compte,
nous avons sacrifié notre authenticité sur l'autel de l'approbation. Nous avons appris à sourire quand nous voulions pleurer, à nous taire quand notre cœur brûlait de parler. Cette adaptation n'est pas volontaire, elle est instinctive. L'enfant sait qu'il a besoin d'amour pour survivre, et il fera tout pour ne pas perdre ce lien vital. Il cache sa colère, il dissimule ses larmes, il joue le rôle de celui qu'on attend de lui. Ce n'est pas qu'il veut mentir, c'est qu'il croit qu'il doit trahir son vrai visage pour être accepté. C'est ainsi que naît une version de soi qui n'est pas véritable, mais stratégique. Mais chaque fois que nous trahissons cette authenticité, une fissure se creuse en nous. À force de porter un masque, nous oublions peu à peu ce qu'il dissimule, et l'adulte que nous devenons se retrouve écartelé entre deux forces, le désir de liberté et la peur d'être rejeté. C'est ici que la honte s'installe comme un juge permanent, une voix intérieure qui scrute nos gestes et nous rappelle sans cesse « N'ose pas être toi-même ». Et c'est précisément ce juge invisible que nous allons rencontrer maintenant. À mesure que nous grandissons, la honte cesse d'être un simple souvenir douloureux. Elle devient une voix intérieure qui nous suit partout, qui évalue chacun de nos gestes, chacune de nos pensées. Ce n'est plus le regard d'un parent ou d'un professeur qui nous pèse, mais une sorte de juge invisible installé au cœur de notre esprit. Et ce juge ne cherche pas à guider ni à corriger. Il condamne. Il murmure que nous ne sommes pas assez, que nous allons échouer, que nous devrions nous cacher. Le plus troublant, c'est que nous confondons souvent cette voix avec notre conscience. Elle semble parler avec autorité, comme si elle détenait la vérité absolue sur qui nous sommes. Mais en réalité, ce n'est pas la sagesse qui s'exprime, c'est un conditionnement. Ce juge est la somme de toutes les critiques, humiliations et comparaisons du passé. Il ne fait que répéter, encore et encore, un vieux récit qui n'a jamais été le nôtre. Et tant que nous l'écoutons, nous vivons emprisonnés dans une pièce sans mur. Chaque désir est réprimé, chaque impulsion authentique est étouffée par peur d'être jugé. Ce juge invisible devient un gardien qui nous empêche d'exister pleinement. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas notre véritable voix, ce n'est qu'un écho. Et c'est en le reconnaissant comme tel que nous pouvons commencer à nous en libérer. Pour comprendre comment nous en arrivons à nous cacher derrière lui, il faut explorer la création de cette façade, le masque du faux moi. Quand la honte devient trop lourde à porter, l'enfant n'a qu'une seule solution, créer un masque. Ce masque n'est pas fait de mensonges évidents, mais d'adaptations subtiles. C'est l'élève modèle qui ne parle jamais trop fort, l'ami qui dit toujours oui, l'adulte qui sourit même quand il souffre. Le faux moi n'est pas une invention volontaire, c'est une stratégie de survie. Il naît du besoin d'être accepté, aimé, validé, même si cela signifie renier des parties entières de soi-même. Le problème, c'est que ce masque finit par se confondre avec l'identité. À force de jouer un rôle pour correspondre aux attentes des autres, nous oublions peu à peu ce qu'il y a derrière le costume. L'authenticité est reléguée dans l'ombre, remplacée par une version édulcorée, approuvée, socialement acceptable. Mais cette acceptation a un prix, un vide intérieur, une sensation persistante de ne jamais être vraiment vu, ni reconnu pour ce que l'on est. Et plus ce faux moi s'installe, plus il devient difficile à enlever. On a peur que, sans lui, il n'y ait plus rien de présentable. Pourtant, derrière le masque se trouve toujours le vrai soi, étouffé, mais intact. La honte nous pousse à croire que nous devons rester cachés, mais la vérité est tout autre. Et c'est là que commence le piège. La honte n'est plus seulement une émotion passagère, elle se transforme en véritable système de contrôle intérieur, une prison invisible qui régit nos gestes et nos choix. La honte n'a pas besoin de barreaux pour enfermer quelqu'un. Elle construit une cellule invisible, directement dans l'esprit. C'est une prison sans mur, mais dont les limites sont bien réelles. Ce que tu oses dire, ce que tu n'oses pas tenter, ce que tu abandonnes avant même d'essayer. Dans cette prison, tu te censures en permanence, comme si chaque geste était surveillé par une caméra intérieure. Et le plus cruel, c'est que tu es à la fois le prisonnier et le geôlier. Cette surveillance constante use l'âme. Chaque spontanéité était réprimée par peur de ridicule. Chaque désir est passé au filtre d'un « est-ce que je serai accepté si je fais ça ?» La honte agit comme un système d'alarme qui se déclenche dès que l'authenticité menace de sortir. Elle te persuade que tu seras rejeté si tu montres qui tu es vraiment, et ainsi, tu restes enfermé dans une version réduite de toi-même.
Ce n'est pas que tu ne peux pas être libre, c'est que tu crois que tu n'en as pas le droit. Mais aucune prison psychique n'est infaillible. Dès que tu commences à voir les barreaux, tu comprends qu'ils n'ont jamais été solides. Ils sont faits de croyances héritées, de jugements intériorisés, de récits qu'on t'a imposés. La honte te garde petit tant que tu crois à son histoire. Et le premier pas pour en sortir, c'est de réaliser cette vérité. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton défaut. Tu n'es pas la voix qui te condamne, mais pour voir clairement ce piège, il faut comprendre comment la honte transforme une simple faute en une identité déformée. Il y a une différence immense entre dire « j'ai fait une erreur » et dire « je suis une erreur ». La première phrase reconnaît un acte, quelque chose de ponctuel, réparable. La seconde condamne l'être tout entier, comme si un faux pas suffisait à définir une identité entière. C'est ainsi que la honte s'infiltre. Elle transforme un événement isolé en vérité permanente. Elle fait croire que l'ombre d'un moment éclaire toute l'existence. Cette confusion est destructrice, parce qu'elle efface la possibilité de changement. Si je pense avoir commis une erreur, je peux apprendre, réparer, évoluer. Mais si je crois que je suis une erreur, alors rien ne peut être fait. L'échec devient une fatalité. Peu à peu, chaque rejet, chaque imperfection, chaque critique se grave comme une preuve supplémentaire de mon indignité. La honte ne punit pas ce que je fais, elle attaque ce que je suis. Et c'est précisément là que réside son pouvoir corrosif. Car en croyant que mon être est fondamentalement défectueux, je cesse d'oser, d'espérer, de me montrer. Mon identité se réduit à un verdict intérieur sans appel. Pourtant, cette sentence n'a jamais été la vérité, seulement un mensonge répété jusqu'à paraître réel. Comprendre ce glissement subtil, du comportement vers l'identité, c'est déjà commencer à briser ses chaînes. Mais pour voir à quel point la honte se dissimule dans nos vies, il faut explorer ces symptômes silencieux, ces comportements quotidiens qui révèlent sa présence cachée. La honte ne se montre pas toujours de façon évidente. Elle préfère se déguiser en comportements quotidiens que nous croyons anodins. Elle se cache derrière le perfectionnisme, cette obsession de tout contrôler pour ne laisser aucune faille paraître. Elle se glisse dans la procrastination, qui n'est pas paresse, mais peur paralysante de l'échec ou du jugement. Elle se manifeste aussi dans la dépendance aux regards extérieurs, dans cette compulsion à plaire aux autres, même au prix de sa propre vérité. Ces symptômes sont comme des signaux d'alarme que nous avons appris à ignorer. On pense qu'il s'agit simplement de traits de caractère, de petites faiblesses ou d'habitudes mal gérées. Mais en réalité, ils sont le langage silencieux de la honte. Chaque fois que nous nous isolons, que nous évitons un risque, que nous abandonnons avant d'essayer, c'est souvent la honte qui tire les ficelles. Elle nous convainc qu'il vaut mieux rester dans l'ombre que d'affronter la possibilité de se sentir démasqué. Et parce qu'elle est si bien camouflée, beaucoup vivent toute une vie sans jamais identifier sa véritable présence. Pourtant, reconnaître ces symptômes est déjà une première délivrance. Voir la honte là où elle agit, c'est l'empêcher de se cacher. Mais ce venin ne reste pas enfermé en nous. Il finit aussi par se projeter vers l'extérieur. Et c'est ainsi que ceux qui portent une honte profonde deviennent souvent des juges sévères des autres. Quand la honte devient trop lourde à porter à l'intérieur, elle cherche une sortie. Et souvent, cette sortie prend la forme du jugement envers les autres. Celui qui se sent indigne développe une sensibilité exacerbée aux fautes et aux imperfections d'autrui. Critiquer, rabaisser ou exiger devient alors une manière inconsciente de détourner l'attention de sa propre douleur. Comme si, en pointant le doigt ailleurs, il pouvait éviter de voir ses propres blessures. Ce mécanisme est profondément paradoxal. La personne qui se sent prisonnière de la honte reproduit sans le vouloir le même schéma qui l'a enfermée autrefois. Juger, comparer, condamner. Elle devient pour les autres ce juge invisible qu'elle entend en elle-même. En réalité, ce n'est pas de supériorité qu'il s'agit, mais de défense. Derrière chaque critique dure se cache souvent une voix intérieure encore plus dure, dirigée contre soi-même. Reconnaître ce réflexe de projection est une étape essentielle. Car tant que la honte n'est pas identifiée, elle se perpétue en chaîne, se transmet de relation en relation, parfois même de génération en génération. Mais dès qu'on en prend conscience, on peut briser le cercle vicieux et cesser d'imposer aux autres le poids que l'on porte soi-même.
Comprendre cela nous ouvre à une vérité plus profonde. La honte ne vit pas seulement dans nos pensées. Elle s'inscrit aussi dans nos corps, dans nos gestes, dans la façon dont nous occupons l'espace. La honte ne parle pas seulement par des mots ou des pensées. Elle s'exprime aussi dans la chair. Regarde quelqu'un dominé par elle. Ses épaules se voûtent, son regard fuit, sa voix tremble. Le corps devient un langage silencieux, un théâtre où se rejoue sans cesse la peur d'être vu. Ce ne sont pas des gestes conscients, mais des réflexes inscrits dans la mémoire émotionnelle, comme si chaque cellule portait la trace des jugements subis. Cette empreinte corporelle explique pourquoi la honte est si difficile à combattre uniquement par la raison. Tu peux savoir intellectuellement que tu n'as rien à prouver, et pourtant ton corps se referme quand tu dois parler en public. Tu peux avoir conscience de ta valeur, mais sentir malgré tout un nœud dans la gorge quand tu veux exprimer une émotion. La honte s'infiltre jusque dans nos muscles, nos postures, nos silences. Elle devient une seconde peau qu'on ne remarque même plus. Mais si le corps est le théâtre de la honte, il peut aussi devenir le lieu de sa libération. Car chaque geste de redressement, chaque respiration profonde, chaque mot prononcé malgré la peur est une révolte contre son emprise. Apprendre à habiter pleinement son corps, c'est déjà commencer à le libérer du rôle qu'on lui a imposé. Et pour comprendre comment cette dynamique se perpétue au fil du temps, il faut voir comment la honte se transmet, de génération en génération, comme une chaîne invisible. La honte ne naît pas dans le vide. Elle se transmet comme un héritage invisible, de parents à enfants, de génération en génération. Un parent qui n'a jamais appris à accueillir ses propres émotions transmet, sans le vouloir, les mêmes jugements qu'il a subis. Une remarque sèche, un silence froid, un regard de déception. Autant de fragments de honte transmis à l'enfant qui grandira en portant un poids qui ne lui appartenait pas. C'est ainsi que la honte devient un cycle familial, une langue apprise dès l'enfance. Ce cycle est d'autant plus puissant qu'il est inconscient. Un père qui interdit les larmes répète souvent l'interdiction qu'il a lui-même reçue. Une mère qui compare son enfant aux autres reproduit la comparaison qu'il a blessée jadis. Ces comportements ne sont pas nés de la méchanceté, mais d'un conditionnement qui n'a jamais été remis en question. La honte agit alors comme un virus psychologique, transmis sans qu'on le sache, et qui s'installe profondément dans les relations humaines. Mais ce cycle peut être brisé. Il suffit qu'une seule personne, dans une lignée, ose regarder en face ce qu'elle a reçu et refuse de le transmettre. Reconnaître que cette honte ne nous appartient pas, c'est déjà alléger le poids. C'est offrir aux générations futures la possibilité de grandir avec plus de liberté et de vérité. Et pour comprendre pourquoi ce cycle se maintient si longtemps, il faut dévoiler une des plus grandes illusions de la honte. Elle se déguise en prudence, en sagesse, en voix raisonnable, alors qu'elle n'est que peur masquée. La honte ne se présente pas toujours comme une attaque frontale. Elle sait se camoufler, se donner l'air de sagesse. Souvent, elle se déguise en prudence. Elle dit « Ne parle pas trop, tu risques de te ridiculiser ». Elle chuchote « Ne tente pas, ce serait dangereux ». Et comme ces phrases semblent raisonnables, nous les croyons. Mais en réalité, ce n'est pas la prudence qui parle, c'est la peur, travestie en voix protectrice. Ce déguisement rend la honte particulièrement insidieuse. Elle réussit à nous convaincre que c'est nous qui choisissons d'abandonner, de rester en retrait, de nous taire. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, il y a une abdication. Nous croyons agir avec intelligence, alors que nous cédons simplement à une vieille blessure. C'est un peu comme si un geôlier intérieur nous fermait la porte, mais en nous faisant croire que nous l'avons fermée nous-mêmes. Voir cette supercherie est une révélation. Car dès que nous reconnaissons que cette prudence est en fait une peur héritée, nous retrouvons une part de liberté. La honte perd alors une de ses armes les plus puissantes, se faire passer pour la raison. Mais pour la démasquer complètement, il faut l'écouter attentivement, car elle se trahit souvent dans notre propre langage intérieur, dans les mots que nous utilisons contre nous-mêmes. La honte n'arrive pas toujours avec des cris, elle se glisse souvent dans les mots que nous utilisons contre nous-mêmes. Elle se cache dans ces phrases que nous répétons en silence. « Je suis nul. Je ne suis pas assez bien. Je gâche toujours tout. » Ces mots paraissent banals, presque naturels, mais ils ne décrivent pas une situation. Ils définissent une identité.
c'est là que réside le piège. La honte parle à travers nous, et nous finissons par croire que sa voix est la nôtre. Prendre conscience de ce langage intérieur est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. On commence à remarquer combien de fois, dans une journée, ces jugements automatiques surgissent. Ils sont rapides, presque imperceptibles, mais ils sculptent la manière dont nous nous voyons. Chaque « je ne peux pas », chaque « je ne vaux rien » renforce la prison invisible. Et plus ces phrases sont répétées, plus elles deviennent des vérités apparentes. Mais ce qui a été appris peut être désappris. Le pouvoir de nommer ces phrases pour ce qu'elles sont, des échos de la honte, et non des vérités, nous redonne la possibilité de les contredire. Dire « ce n'est pas moi qui parle, c'est la honte », c'est déjà se séparer d'elle. Et c'est dans cette prise de conscience que naît une force nouvelle, la possibilité de réécrire notre langage intérieur. Pour aller plus loin, il faut aussi comprendre que la honte ne vient pas seulement de nous. Elle est un outil social, un mécanisme de contrôle que les sociétés utilisent depuis toujours. La honte n'est pas seulement une expérience intime, c'est aussi un outil collectif. Les sociétés, les familles, les institutions savent depuis toujours qu'il n'existe pas de moyen plus efficace pour contrôler un individu que de lui faire croire que son identité même est défectueuse. Ainsi, pas besoin de chaînes ni de menaces. Chacun apprend à se surveiller soi-même. C'est le pouvoir le plus subtil et le plus redoutable, car il agit de l'intérieur. Michel Foucault l'a décrit à travers son analyse de la discipline. Lorsque le regard extérieur est intériorisé, le pouvoir devient automatique. La honte fonctionne exactement ainsi. Elle installe un juge intérieur qui n'a plus besoin d'être rappelé à l'ordre par autrui. Chaque fois que nous hésitons à parler, chaque fois que nous nous censurons, nous devenons à la fois les victimes et les gardiens de ce système. Le contrôle social est donc prolongé par l'autocensure que la honte nourrit en nous. Reconnaître cette dimension sociale de la honte est essentiel pour s'en libérer, car comprendre que nos peurs d'être jugés ne sont pas uniquement personnelles, mais qu'elles font partie d'un mécanisme appris et transmis, change tout. Cela nous permet de reprendre du recul. Ce n'est pas moi qui suis trop faible, c'est un système qui m'a appris à me voir ainsi. Et quand ce mécanisme est exposé à la lumière, il perd de sa force. Mais pour l'affaiblir complètement, il faut aussi le démasquer pour ce qu'il est vraiment, une illusion répétée, si souvent qu'elle finit par sembler vraie. La honte n'a pas besoin de preuves pour s'installer. Elle se nourrit de répétitions. Un mot de trop entendu dans l'enfance, une comparaison lancée 1000 fois, une critique qui revient comme un refrain, et, peu à peu, ces phrases deviennent une vérité intérieure. Ce n'est pas qu'elles décrivent la réalité, c'est qu'elles sont répétées jusqu'à s'incruster dans l'identité. La honte prospère dans ce cycle. Plus on la répète, plus elle semble indiscutable. Le mécanisme est simple, à force d'entendre « tu n'es pas assez », on finit par ne plus se demander si c'est vrai. On vit avec, comme avec une cicatrice invisible, et chaque nouvelle situation de rejet ou d'échec est utilisée comme une confirmation. Tu vois, c'est bien la preuve. La honte crée un filtre qui déforme tout ce que nous vivons, et chaque expérience vient renforcer le mensonge. Ainsi, elle se transforme en une croyance stable, presque indéracinable, qui nous empêche d'imaginer une autre version de nous-mêmes. Mais un mensonge, aussi ancien soit-il, reste un mensonge. Et dès que nous l'appelons par son nom, son pouvoir commence à s'effriter. La honte n'est pas une vérité absolue, elle est une construction répétée, héritée, imposée. La lumière de la conscience brise son sortilège, mais pour franchir cette étape, il faut poser un geste essentiel. Commencer par voir clairement cette honte, par la rendre consciente. C'est le premier pas vers la liberté intérieure. La honte agit dans l'ombre, et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Tant que nous ne la voyons pas, nous croyons qu'elle fait partie de nous. Elle se glisse dans nos pensées, dans nos choix, dans nos gestes les plus simples, au point que nous confondons sa voix avec la nôtre. C'est pourquoi le premier pas vers la liberté n'est pas de lutter contre elle, mais simplement de la voir. Nommer la honte, c'est déjà commencer à la désarmer. Cette prise de conscience demande du courage. Car regarder la honte en face, c'est aussi revisiter des blessures anciennes. C'est oser reconnaître les moments où nous avons cru que nous n'étions pas assez. Mais loin de nous enfermer dans le passé, cette lucidité ouvre une porte. Elle nous permet de distinguer ce qui vient de nous, nos véritables désirs, nos élans authentiques, de ce qui a été implanté en nous par le jugement ou la peur. C'est un tri intérieur qui rend à chacun sa propre voix. Et ce simple acte de conscience change tout.
Parce qu'une fois que la honte est reconnue comme étrangère, comme un conditionnement, elle cesse d'avoir le même pouvoir. Elle devient un écho et non une vérité. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à répondre à sa voix autrement, avec une force nouvelle. Non pas la dureté, mais l'autocompassion. C'est elle qui ouvre la voie vers une véritable libération intérieure. Beaucoup pensent que l'autocompassion est une forme de faiblesse, une indulgence facile envers soi-même. En réalité, c'est tout le contraire. C'est un acte de courage. Se regarder avec douceur quand on a toujours appris à se juger durement, c'est une véritable révolte intérieure. C'est refuser de prolonger la voie de la honte à travers nos propres pensées. L'autocompassion n'efface pas la douleur, elle l'accueille, et c'est justement ce qui la transforme. Pratiquer l'autocompassion, c'est apprendre à se traiter comme on traiterait un enfant blessé, avec fermeté, mais avec tendresse. C'est accepter que l'erreur fasse partie de l'expérience humaine, que tomber et se relever est un mouvement naturel de la vie. Là où la honte dit « tu es indigne », l'autocompassion répond « tu es humain » et c'est assez. Ce simple changement de regard apaise le système nerveux, fait taire l'alarme intérieure et nous redonne la possibilité d'agir non pas depuis la peur, mais depuis la confiance. Et cette pratique a un effet bouleversant. Elle brise le monopole de la honte sur notre identité. Elle nous apprend à rester présents face à nos blessures, sans nous fuir ni nous condamner. Pas à pas, elle affaiblit la prison intérieure et ouvre un nouvel espace de liberté. Mais pour que la honte perde vraiment son pouvoir, il faut aller encore plus loin, l'exposer. Car elle ne survit que dans l'ombre et le silence. La honte se nourrit du secret. Elle prospère dans le silence, dans ce que l'on cache aux autres et même à soi-même. Plus nous tentons de la dissimuler, plus elle grandit, comme une ombre qui s'épaissit dès que la lumière s'éteint. C'est pour cela que la première arme contre elle est l'exposition. Non pas se montrer de façon brutale ou imprudente, mais oser mettre des mots sur ce qui nous semblait indicible. Nommer la honte, c'est déjà lui retirer une part de son pouvoir. Quand on ose raconter son histoire, même à voix basse, même seulement à soi-même, un basculement se produit. Ce qui paraissait inacceptable devient simplement humain. Ce qui semblait un défaut irréparable apparaît comme une blessure que d'autres ont connue aussi. Et dans ce partage, qu'il soit intérieur ou avec une personne de confiance, la honte cesse d'être une vérité solitaire. Elle se transforme en expérience universelle. Elle perd son masque d'exception et révèle sa nature de construction. C'est ainsi que l'on découvre sa fragilité. La honte n'a jamais été une essence immuable, mais une fiction répétée. Une fiction qui se dissout quand elle est exposée à la lumière de la conscience et du dialogue. Et plus on ose la dévoiler, moins elle domine. Ce processus ouvre la voie à une étape ultime. Vivre non plus sous le joug de la honte, mais dans la pleine authenticité, avec courage et liberté. La honte veut nous convaincre qu'elle sera toujours plus forte, qu'elle dictera pour toujours nos gestes, nos silences et nos rêves étouffés. Mais cette illusion se brise dès que nous comprenons une vérité essentielle. Nous ne sommes pas la honte que nous portons. Elle n'est qu'un récit appris, répété, imposé, jamais notre essence véritable. Et lorsqu'on arrête de se confondre avec elle, on découvre qu'il reste en nous quelque chose d'intact, un cœur capable d'aimer, un être digne d'exister. La victoire n'est pas d'effacer complètement la honte, car elle tentera toujours de revenir, par des murmures ou des ombres. La victoire, c'est de ne plus lui donner le pouvoir de définir qui nous sommes. C'est continuer d'avancer malgré sa présence, de parler malgré la peur, de se montrer malgré le risque. Chaque pas vers l'authenticité est une défaite infligée à la honte. Chaque geste de vérité est une fissure dans ses murs. Et un jour, on réalise que ces murs ne tiennent plus. La honte, qui paraissait une forteresse imprenable, se révèle n'avoir jamais eu de fondation solide. Elle s'effondre face à la lumière de la conscience, de l'autocompassion et du courage. C'est là la véritable victoire. Marcher libre, sans masque, sans se cacher, et vivre avec la conviction profonde que rien, ni le passé, ni les blessures, ni le jugement, ne peut nous enlever cette dignité fondamentale.